Bonjour, c'est Romain Bétouk, je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Vous êtes bien dans 100% PSG, la tribune, l'émission débat de France Bleu Paris en podcast et sur YouTube. Je commence direct avec ceux qui nous regardent. Le petit réflexe, c'est les pouces bleus, c'est les commentaires pour réagir au débat sur YouTube. Surtout, abonnez-vous à la chaîne de France Bleu, ça nous aide énormément pour le futur. Mais j'oublie pas, bien sûr, ceux qui nous écoutent, le sang de la veine, les Agnens, merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, voire à venir sous la vidéo YouTube pour commenter également. Comme ça, tout le monde se retrouve, toutes les communautés se rejoignent. Alors, je vais essayer de remplacer au mieux le capitaine Bruno Salomon, actuellement en déplacement pour San Sebastian, certainement comme pas mal de supporters qui nous écoutent en route pour la Real Arena, ex-Anoeta. Bruno qui, lui, est un vrai capitaine, un homme souciant, professionnel, qui pense au collectif quand il est là, comme quand il est absent. Je dis ça parce que vendredi soir, j'ai eu une version assez spéciale du rôle de capitaine, un capi juste pour la photo avec un brassard jaune et ce bel écusson qui est celui du Paris Saint-Germain, mais qui occulte toutes les responsabilités normalement inhérentes à ce rôle. S'asseoir sur le banc avec les autres pour la rencontre, trop compliqué visiblement pour Kylian Mbappé qui a préféré tour d'honneur, selfie et siège confortable en tribune avec maman. Finalement, on comprend mieux les résultats des 64 votes tentés depuis 2 ans pour faire en sorte que le grand vizir devienne calife à la place du calife. Le leadership, ça se proclame pas, c'est quelque chose d'automatique. Voilà, je vous laisse tranquille avec mon avis, ça c'est fait. J'ai hâte d'entendre celui des copains. 100% PSG la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, on aura comme d'habitude le j'aime pas du match de Monaco. Vendredi, ce 0-0 sympathique en principauté. On aura bien sûr un grand dossier Mbappé comme d'habitude. Son attitude en seconde période est-elle un manque de respect pour le PSG? Est-il en train de gâcher sa sortie du Paris Saint-Germain? Et puis on se projettera sur ce 8e de finale, retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le PSG est-il prêt, serein avant d'affronter les Basques? Et puis on terminera avec un petit débat Luis Enrique. Joue-t-il sa crédibilité demain soir? Ça va être bien. Menu déroulé, présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Alors, qui compose la tribune du jour? J'ai un gang du Parisien avec moi. Attention, on va le dire en chœur. Bonjour Stéphane Bianchi et Alexandre Raffalo. Bonjour. Buenos dias. C'était pas trop en chœur, mais c'est pas mal. Moi je l'ai dit en français, puis lui en espagnol, il a dit après moi. La complémentarité. L'équipe vit bien. En basque peut-être pour le match de Ah, je mardi, l'ai pas ça là. pourrait être pas mal. Non. Et puis un petit retour dans la tribune, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Chroniqueur pour Paris United et le Club des 5. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, je vous la conseille, c'est plutôt pas mal. Je sais pas qui l'a créé, mais c'était bien. Yacine Amenet, salut Yacine. Salut à tous. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Tout va bien. Ouais, impeccable. Ouais. Bon alors les copains, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut, parce que je sais que les débats vont être longs, vont être denses, vont être sympathiques. Du coup, on va commencer direct avec le j'aime pas sur le match de Monaco. Et on va faire un j'aime ou un j'aime pas. Un chacun, comme ça, après on peut passer au gros du sujet. On commence par toi Stéphane. Avec plaisir. Écoute, puisque la prestation du Paris Saint-Germain n'était pas folle, pas aboutie en tout cas, je vais prendre le contre-pied, je vais donner un j'aime. Qui est difficile à éviter malgré tout, c'est Gianluigi Donnarumma qui fait un match de dingue, qui tient l'équipe à lui tout seul. Je pense qu'on peut trouver toutes les raisons à ce match nul, mais je pense que la principale, en tout cas, ce point pris vient de Gianluigi Donnarumma, qui a été exceptionnel, tout simplement. Sur la première période notamment, énormément d'arrêts de la part de Donnarumma. Yacine, il y a aussi des mots de la part de Luis Enrique qui sont de plus en plus encourageants sur les prises d'initiative que peut avoir Donnarumma. Il y a les arrêts sur sa ligne qui sont extraordinaires, mais il y a aussi de plus en plus de prises d'initiative au pied. Ouais, et aussi des sorties hors de sa surface. Je trouve qu'il a une meilleure lecture de la profondeur. Je pense en fait juste qu'on lui a redemandé de faire ce qu'il savait faire, sans lui en demander trop sur cette fameuse construction qui part du gardien. En fait, il est pas nul avec ses pieds. Après, il a moins de qualité que certains gardiens qui sont formés pour ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, il s'est remis dedans. Sur sa ligne, on savait que je pense qu'il est exceptionnel. Il fait ce qu'il a à faire sans forcer. Et je trouve que c'est juste le rôle qu'il lui faut.
5 parades en première période pour Donnarumma. Je me rappelle de quelqu'un qui avait parlé du jeu au pied Oui, de Donnarumma non, je en sais début de pas saison. de quoi tu parles. C'était juste avant le match aller d'ailleurs, Juste où il avait fait une erreur de ouf. contre Newcastle, c'est ça? Non, contre Monaco. Ah oui, contre Monaco, C'était t'as contre raison. Monaco où il fait l'erreur de ouf qui coûte le but du 1 partout de mémoire au PSG. Ouais, ça s'appelle la malédiction du Parisien. Voilà, si vous connaissez pas, c'est sympa. Donc t'avais parlé du jeu au pied de Donnarumma qui s'améliorait dans les stats. En l'occurrence, moi, malgré cette petite bourde, je restais un peu sur mon point, c'est-à-dire que la saison dernière et la saison précédente, il portait encore effectivement cette espèce de petit cafard de cette bourde contre le Real qui lui a un peu miné la confiance, etc. Mais il y avait quand même des signes d'amélioration et là, cette saison, effectivement, un peu plus juste dans ses choix, même sous pression, je trouvais qu'il y avait des moments, des séquences où il pouvait être pressé par un attaquant et puis envoyer quand même un ballon long dans les pieds de son milieu ou d'un attaquant. Et non, ouais, comme disait Yacine, en fait, je trouve qu'il a retrouvé une forme de justesse et de simplicité dans son jeu au pied. On lui demande pas des trucs de fou, on lui demande juste de distribuer, d'attirer un peu le pressing de l'attaquant adverse justement pour que le PSG puisse repartir et construire de derrière. Donc non, c'est intéressant et puis voilà, ça s'ajoute du coup à cette immense qualité qu'il a avec ses mains, quoi. Parce que comme l'a dit Stéphane, du coup, franchement le point du nul il est pour lui, quoi. Il y a une statistique qui est passée sur Prime Video pendant le match, après le match plutôt. On est quasiment à 10 buts évités Oui. par Donnarumma depuis le début de la saison. Je crois que c'est 9,6. Pour vous donner un ordre d'idée, le PSG a pris 19 buts en Ligue 1. Donc ça veut dire qu'il y aurait un tiers de buts en plus s'il n'y avait pas Donnarumma. Donc c'est plutôt pas mal. Bah là, clairement, tu peux te dire que vendredi soir, si Gigio est pas là, tu peux prendre une valise quand même. Ouais. Oui, surtout en première période, quoi. Le 0-0 en première période, il est. Parce que c'est des vrais arrêts qu'il fait. C'est vraiment des Puis ça sauvetages écœure, en fait. impressionnants. T'es attaquant, t'es en face, ça t'écœure. Mais par ailleurs, j'ai souvenir de matchs la saison dernière, et je pense que je l'ai dit plusieurs fois à cette antenne, de matchs en deuxième partie de saison la saison dernière où il est complètement, enfin c'est le meilleur joueur parisien sur le terrain, complètement décisif et tout, et je pense très sincèrement encore aujourd'hui que le PSG n'aurait pas été champion la saison dernière si ça n'avait pas été Donnarumma dans les cages. Et on pourra peut-être se poser la question pour cette saison, parce que 10 buts, combien de points ça rapporte, puis on verra combien de points d'avance on aura sur le deuxième à la fin de la saison. Je m'avance un petit peu, je pense qu'on va être champion. Voilà. Mais ce qui est jamais, c'est une très bonne nouvelle pour lui qu'il ait fait une partie comme celle-là, mais ce qui est jamais une très bonne nouvelle en réalité que ton gardien soit le meilleur joueur de ton équipe. On reviendra peut-être là-dessus quand on parlera avec de plaisir. la sérénité du Paris Saint-Germain. Yacine, ton j'aime ou ton j'aime pas? J'aime pas. Déjà que j'ai du mal à trouver le j'aime. Bref, non, j'aime pas Hakimi parce que déjà je trouve qu'il apporte beaucoup moins que ce qu'il doit apporter, que ce qu'il a apporté par le passé. Mais en fait, j'aime pas même son attitude. Je trouve qu'il est tout le temps en train de s'embrouiller avec les arbitres. Alors, j'avoue, j'ai jamais fait attention. J'ai suivi Hakimi dans ses clubs passés. J'ai jamais fait attention si vraiment il était comme ça avec les arbitres ou si c'est au PSG qu'il est devenu comme ça. Mais c'est vraiment insupportable. Je trouve qu'il sort de ses matchs. Et puis avec Dembélé en général, ça marchait plutôt bien. Mais même je trouve que sur les derniers matchs, quand ils sont ensemble, je vois plus cette affinité qu'il y avait en début de saison. Voilà, je le trouve un peu, je vais pas dire perdu, mais moins intéressant. Voilà, j'aime pas Hakimi en ce moment. Il était capitaine sur la deuxième, la seconde période, puisque visiblement il y a eu un changement de capitaine à mi-temps. Ah, étonnant. Moi, je sais pas pourquoi. Ça me dit rien. Mais donc il était capitaine. Et Alex, c'est vrai que on a parlé de son rôle intérieur. Sur le début de la saison, il venait énormément dans l'axe, mais on a l'impression qu'il a complètement oublié de déborder maintenant, qu'il le fait plus du tout. Ouais, il va plus du tout prendre son côté droit. En fait, c'est vrai qu'avec Hakimi, ces 2 premières saisons au PSG, on le voyait beaucoup, justement, coller la ligne, etc., déborder, etc. Mais en même temps, il avait moins d'efficacité qu'il avait pu avoir à l'Inter ou à l'époque au Borussia Dortmund. On ne le retrouvait pas non plus, ou alors vraiment par bribes sur certains matchs où il pouvait apporter, marquer des buts, etc. Là, effectivement, la première partie de saison, enfin, en tout cas le début de saison, Luis Enrique lui a donné ce rôle qui lui convenait plutôt bien, où il pouvait apporter sa qualité plus dans le demi-espace du coup à droite. Là, oui, son match effectivement contre Monaco, c'est un match, il est un peu passé au travers, mais
Après, voilà, je sais pas si du coup c'est une tendance depuis son retour de la CAN ou du coup il aurait eu aussi un peu le contre-coup de ça, ce qui est très possible aussi, ce qui serait humain et compréhensible. Maintenant, voilà, Hakimi, on sait que c'est un joueur d'une grande qualité. Moi, je pense que c'est juste une mauvaise passe pour le coup. Je suis pas beaucoup plus inquiet que ça, quoi. Et puis de toute façon, on n'a pas vraiment beaucoup de solutions de C'est repli. Bah, il veut pas utiliser Mukele malheureusement à ce poste-là. T'en penses quoi, Stéphane, Moi, des je performances suis assez d'accord avec Alex. Je me souviens qu'il y a très peu de temps, on s'est quand même assez réjoui du niveau de jeu, de performance que retrouvait Hakimi, celui qu'on attendait depuis quelques temps. Je pense qu'il a sans doute eu un peu de mal à digérer cette CAN, qui fait peut-être beaucoup plus de mal que ce qu'on croit. Plus moralement que physiquement. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que tu traînes un petit moment, voilà, et que les performances et le temps vont aider à digérer. Je serais pas aussi catégorique quand même en disant qu'il est, voilà, il est décevant. Je suis plutôt d'avis du même avis qu'Alex. Je pense que ça peut être comme ça et qu'il va repartir là avec les matchs coup près qui arrivent et les matchs importants qui arrivent. Et j'ai envie de lui faire confiance. Bon, surtout. on vu ce que ça donne avec Dembélé, vu les promesses qu'ils nous ont faites. Ouais, le côté droit, c'était quand même le côté fort du début de saison, donc ça pourrait revenir, ça pourrait être pas mal. Bon, au hasard demain, on sait jamais. Vers 21h. S'ils peuvent être inspirés à peu près. En plus, en Espagne, il connaît. Espagne, Hakimi, pourquoi pas. On va terminer le J'aime pas avec Alex. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Moi, alors c'est un j'aime, mais c'est un j'aime un peu ironique. J'ai bien aimé, la seconde période du Paris Saint-Germain, qui a coïncidé avec un événement. Alors à la mi-temps. Ne m'en parle pas trop parce qu'on va faire un grand débat dessus. On reviendra. En fait, je trouve qu'il y a alors c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que il y a une forme de tendance dont on ne peut pas vraiment se réjouir, mais qui est que manifestement, à chaque fois que Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain avec le Paris Saint-Germain, il y a souvent eu des bonnes choses à souligner côté PSG. Je pense au match contre Marseille, je pense du coup au match contre Rennes la semaine dernière, contre Lille qui était effectivement un des matchs les plus satisfaisants collectivement du PSG, contre Rennes et du coup contre Monaco. Je trouve que alors c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, c'est-à-dire que Mbappé, quand il est sur le terrain, il concentre énormément de choses, énormément d'attention, c'est lui qui attire tous les ballons, c'est lui qui va créer les occasions, etc. Il se trouve qu'il les met souvent au fond. Maintenant c'est vrai que quand il n'est pas là, du coup, tu perds ce danger offensif énorme, et puis en même temps, les autres joueurs prennent beaucoup leurs responsabilités, ils essaient de trouver d'autres solutions pour créer du jeu, pour créer des occasions. Il se trouve que contre Monaco, ça n'a pas été fructueux, mais alors Donnarumma a fait un très bon match, mais du coup le gardien de Monaco a fait un très très bon match aussi. Je crois qu'il a fait 7 ou 8 arrêts Majewski, qui a fait un très bon match. Donc voilà, je trouve que moi ça me fait écho du coup au propos de Luis Enrique qui dit je sors Mbappé parce qu'à un moment donné il faut bien qu'on apprenne à jouer sans lui. Je trouve que pour l'instant les premiers signes d'apprendre à jouer sans lui sont plutôt encourageants. Et ça permet à des joueurs qui au moins sont sûrs d'être la saison prochaine et d'avoir peut-être plus de temps de jeu et de responsabilité de prendre justement un peu d'ampleur et d'épaisseur dans cet effectif. Yacine, sur la seconde période, je te laisse terminer, je quitte cette émission. Ça va être sympa, ça va être bien. Ça donne un petit prélude de ce qui va se passer tout à l'heure, ça va être bien. Yacine, sur la seconde période, alors c'est pas forcément que la sortie de Mbappé à la 45e, c'est qu'il y a aussi les entrées de Barcola, de Nuno Mendes aussi. Ça a donné un côté gauche, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a quelques combinaisons Nuno Mendes, Vitinha, Barcola sur le côté gauche qui étaient plutôt pas mal. Ouais, parce que déjà on voit que Nuno Mendes, il y a quand même une grande différence avec Lucas Hernandez, c'est que dès qu'il a le ballon, il a cette envie d'aller percuter, d'aller vers l'avant, il met de la vitesse. Même si évidemment il lui manque beaucoup encore de choses pour revenir à son niveau, mais ça donne tout de suite du rythme quand t'as un côté comme ça avec de la vitesse et de la technique aussi, parce que les deux sont des joueurs techniques. Je pense aussi qu'il y a une chose essentielle, c'est que il y a des joueurs qui sont moins stressés de jouer au foot en fait. Ils cherchent juste à jouer. Quand la deuxième mi-temps, c'est ça. C'est qu'on essaye de jouer au foot là où le jeu doit être joué. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, il y a des joueurs qu'on voit bons dans certaines phases. Et quand il y a Mbappé, tout de suite, il y a 2, 3, 4 touches de trop parce qu'il faut essayer d'abord de chercher Mbappé. Et quoi qu'il arrive, ça pose un problème. Et la deuxième mi-temps... Ça, c'était déjà le cas avant, mais pas forcément pour Mbappé. C'est-à-dire qu'il y avait le cas aussi un peu avec Messi. Mais il y a eu, bien sûr. Et même, d'ailleurs, un joueur qui
que moi j'appréciais beaucoup, en tout cas, Marco Verratti. Marco Verratti, la dernière saison, j'avais l'impression que sur le terrain, il n'y avait que Messi qui existait. Donc voilà, c'est un problème pour ces joueurs-là. Et quand quand ces grands joueurs sont absents, bah, tout de suite, il y a un peu plus de, pas de liberté, mais peut-être de confiance, de se dire, ouais, je peux jouer là où le jeu doit m'emmener. Alors Stéphane, tu voulais partir de l'émission, mais tu vas quand même nous dire Avant de si partir. tu as préféré la première ou la seconde période. Non, mais je serais idiot de dire que j'ai préféré la première période à la seconde. C'est évident que le Paris Saint-Germain a été nettement meilleur et plus équilibré en deuxième période. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce que je peux pas entendre, ce que j'ai du mal à entendre, c'est que comme Neymar, Messi et Verratti l'année dernière, Mbappé est aujourd'hui le problème et tous les maux de cette équipe du Paris Saint-Germain. Non, Et qu'on essaye de nous faire croire que cette équipe du Paris Saint-Germain serait meilleure sans Kylian Mbappé. Moi, je veux bien qu'un mec qui te met 50 buts par saison soit le problème d'une équipe et qu'on me fasse croire qu'avec Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, tu seras meilleur qu'avec Kylian Mbappé. Alors, on peut débattre pendant 107 ans de ça. Maintenant, amenez-moi Einstein et qui vous voulez, et Pep Guardiola, pour me démontrer ça, quoi. Bon, on va avoir l'occasion de reparler de Mbappé. C'est quoi? On va tant faire mieux, maintenant. tant mieux. C'est quoi? On va le faire maintenant, ça va être vite. C'est pour ça que je voulais faire un j'aime pas qui était assez court, parce que je sais qu'on va s'étendre sur le dossier Mbappé et potentiellement sur le dossier LDC, parce que mine de rien, il y a un petit match de Ligue des Champions demain qui peut être importantissime pour le PSG si ça se passe Tout à mal. Donc on va commencer par le dossier Mbappé. On va faire un petit bref rappel des faits. Alors, il y a cette première période qui est compliquée pour le Paris Saint-Germain. Elle est difficile. Et il y a ce choix de Luis Enrique à la mi-temps qui sort Kylian Mbappé. Avant de parler de l'attitude de Mbappé et de ce qui s'est passé après, je vais vous faire écouter Luis Enrique qui a, encore une fois, justifié son choix. C'est ma décision à 100%, je le répète, tôt ou tard il faut que l'on s'habitue à jouer sans Kylian et c'est une décision que je prends car je pense, mais c'est mon avis, que c'est la meilleure pour l'équipe. Excusez-moi, ça c'était Bruno Salomon par Ouais. contre. Voilà, je sais pas, espagnol. Ouais, Alors, déjà, est-ce qu'on y croit à cet argument de je prépare la saison prochaine à 3 jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions, et parce que c'est aussi un petit son de cloche qu'on a eu tout le week-end, est-ce que c'est un manque de respect de la part de Luis Enrique de sortir Mbappé à la mi-temps? Il y a pas mal de supporters qui ont dit, regardez, hier, il y avait Manchester United, Manchester City, Haaland fait une première mi-temps dégueulasse, il rate des trucs. Bah, il sort pas à la mi-temps. Voilà. Est-ce que vous l'avez interprété comme ça? Et puis après, on parlera bien sûr de l'attitude. Yacine. Moi, j'aimerais bien savoir qui a décrété que c'était une humiliation, un manque de respect de sortir un joueur du terrain. Moi, je comprends toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Humiliation, manque de respect. Bon, déjà. La deuxième chose, c'est que sur le cas Mbappé, sa première mi-temps, elle n'est pas bonne. Alors, évidemment, encore une fois, on va entendre, oui, mais il n'y a pas que lui. Mais lui, il n'est pas bon. Il y a un choix qui est fait. Le coach, on a réclamé ici et partout, dans plein de médias, des coachs qui sont capables de prendre des décisions. Alors évidemment que là, aujourd'hui, le problème, c'est le contexte. Il a annoncé son départ, et donc on peut se permettre. Mais Luis Enrique, il fait des choix. Maintenant, pour revenir sur la déclaration de Luis Enrique, évidemment, la préparation de la saison prochaine, c'est de l'enfumage. C'est-à-dire que si Mbappé était très bon, irréprochable, et qu'il marquait 2 buts par mi-temps, mais il n'y aurait pas de préparation de la saison prochaine. Donc c'est aussi parce qu'Mbappé n'est pas bon qu'il peut se permettre, ou en tout cas qu'il se trouve cette excuse, et qu'il peut se permettre de le sortir à la mi-temps. Maintenant, moi, j'ai 2 petites idées là-dessus. C'est soit réellement il se dit, je devais le sortir déjà avant, mais je ne pouvais pas, pour plein de raisons. Et maintenant, avant de l'équipe. au début de la avant, saison, oui. voilà, ouais. Et je ne pouvais pas pour plein de raisons. Et maintenant, je peux. Soit il essaye réellement de le piquer, pour se dire, en fait, mais au moins finis bien ce que tu as à finir, mais pour bien finir, j'ai besoin de te piquer. Voilà. Alex. Non, mais pour le coup, j'allais rebondir sur autre chose, mais oui, moi je pense que pour le coup, il y a une partie de ça, dans la personnalité de Luis Enrique, dans la façon dont il a géré par le passé les très grosses figures de ses vestiaires. Il y a un petit peu aussi de alors pour le coup, ça fait plutôt par le passé, donc que ce soit Barça avec Messi ou à la Roma avec Totti, il le faisait plus tôt, mais c'est vraiment.
J'impose mon autorité, je te montre que en gros c'est moi qui suis du truc et après il y a un espèce de truc où en fait ils s'entendent sur le fait que de toute façon c'est mieux pour l'équipe qui coopère en bonne intelligence et que tout le monde donne le meilleur de lui-même. Et par ailleurs je voulais rebondir sur autre chose que tu avais dit. Effectivement, moi par exemple la saison dernière des fois je criais au stade ou dans ma télé mais qu'on sorte Messi ou qu'on sorte un autre joueur qui était juste nul mais insortable, et en fait on sentait que ça pouvait tirer l'équipe vers le bas plus qu'autre chose. Et là, en fait, en l'occurrence, sur la question que tu posais au début, pour l'instant, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un manque de respect dans le sens où son choix lui a donné raison? C'est-à-dire que l'équipe a été tellement meilleure en seconde période. T'as pas gagné le match, quoi. T'as pas gagné le match, mais en fait, le niveau de jeu s'est amélioré. Donc en fait, encore une fois, c'est que sur un match. Je rejoins Stéphane tout à l'heure quand il disait qu'on peut pas vraiment dire que le PSG est meilleur sur Mbappé dans la globalité, mais sur ce match-là, dans cette situation-là, il a fait un choix qui a corrigé certains défauts de l'équipe qui étaient criants en première période. Et en l'occurrence, il n'a pas perdu le match, ce qui est quand même. Le PSG n'a pas perdu en Ligue 1 depuis Nice. Voilà, c'était la seule défaite de la saison. Et en l'occurrence, l'équipe s'est améliorée. Donc pour l'instant, il me semble que son choix lui donne raison, quoi. Il y a eu 8 tirs pour les Monégasques en première période, on a eu plus que 6 en seconde. Et pour Paris Et pour Paris, il y en a eu 5 en première période et 9 en seconde. Donc c'était un peu mieux en termes d'occasion franche. Stéphane, comment tu le vois? Est-ce que mon argument que j'ai mis sur Haaland là, parce que Haaland en plus c'est un bon exemple, il a marqué la dernière minute hier face à Manchester United, c'est un truc que tu entends, et donc un joueur comme Mbappé, même s'il est mauvais, ça doit pas sortir. Alors, c'est pas qu'un joueur comme Mbappé, même s'il est mauvais, il doit pas sortir. C'est qu'un joueur comme Mbappé, qu'on le veuille ou non, on le traite pas comme un U19. C'est je pense que le point de départ, il est là en fait. C'est-à-dire que Luis Enrique s'est autorisé à traiter Mbappé d'une façon dont il n'aurait même pas traité le pire de ses joueurs. Le problème, il est là. C'est-à-dire que pendant 6 mois, les 6 premiers mois, Kylian Mbappé, ça a été son joueur référent. Le joueur qui était insortable, le joueur sur qui il comptait de la première à la dernière minute. Et depuis 3 semaines, 1 mois, même Nordi Mukiele, il ne le traite pas comme ça. J'ai absolument rien contre Nordi Mukiele, que j'aimerais voir beaucoup plus sur le terrain. Non, mais je prends un exemple d'un joueur qui voyez était ce que je veux cadre dire en première partie de saison. Warren, il joue pas là, du tout contre Monaco. Il était remplaçant le match d'avant aussi. On parle d'un joueur de 17 ans. Oui, non, mais d'accord. C'est vrai qu'il a 17 ans, mais c'était aussi un cadre du début de saison. On parle de Kylian Mbappé qui te tient ton équipe depuis le début de saison. C'est-à-dire que qui sauve les miches de Luis Enrique sur ce début de saison, à mon avis, c'est Kylian Mbappé quand même. Si ton équipe en est là aujourd'hui, c'est parce que tu as Kylian Mbappé qui te fait gagner les matchs. Alex. Après, dans tous les cas, je trouve que un remplacement à la mi-temps, c'est jamais anodin. Dans tous les cas. C'est-à-dire, tu sors rarement quand même un joueur à la mi-temps si tu n'as pas envie d'envoyer un message, quel qu'il soit. C'est-à-dire bon, le message, il peut être personnel, il peut être footballistique. Dans tous les cas, la décision de sortir un joueur à la mi-temps, encore plus quand c'est Kylian Mbappé, c'est forcément un truc marquant. D'ailleurs, ça a été quand même un élément déclencheur puisqu'ils se sont parlé le lendemain et du coup, ça a quand même été assez. À la demande de Kylian Mbappé. Oui, voilà. Donc ça a quand même été assez marquant en tout cas. Je rejoins du coup ce que disait Yacine sur le fait qu'il y avait aussi, je pense, une partie de Luis Enrique qui voulait un peu piquer l'ego ou piquer piquer Mbappé, quoi. Parce que au-delà de son match à Monaco, ces 5-6 derniers matchs c'est pas moyennasse, quoi. Ouais, c'est pas fulgurant, quoi. Donc voilà, on peut comprendre qu'à l'approche d'un 8e de finale retour, qu'avec une fin de saison où tu te dis quand même que le PSG est assez fort collectivement pour aller chercher une bonne performance avec des champions pour la première fois depuis très longtemps, il ait envie d'avoir ce joueur-là qui puisse vraiment être à fond dans le truc et qui puisse vraiment avoir sous ses ordres, qu'il applique les consignes correctement, quoi. Romain, attention, dans ce que je dis, je ne dis pas que Kylian Mbappé mérite d'être mis sur un piédestal et doivent avoir un traitement différent de celui des autres. En revanche, tu ne peux pas le traiter moins bien que les autres, surtout pas moins bien que les autres. Et c'est ce qu'a voulu faire Luis Enrique dans sa sortie. Alors, Luis Enrique, on y reviendra un peu sur la fin du podcast pour parler du match de demain, savoir si sa crédibilité est en jeu sur ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. On va continuer notre petite chronologie. Donc, Mbappé sort, les autres rentrent, il commence la seconde période. Mbappé n'est pas là. Il n'est pas là, puisqu'il est encore dans le vestiaire. Et puis là, on le voit
à la 49e minute, en train de sortir dans le couloir avec son téléphone à l'oreille en train de parler. On serre la main de la main gauche à un vigile. Puis après, on le revoit, il est au milieu des tribunes. Il dit bonjour à des Parisiens, à des Monégasques, à tout le monde. Il y a une hôtesse qui lui demande si elle peut faire un selfie. Il fait un selfie. Et puis là, il est... Alors, la version du clan Mbappé, c'est qu'il est dirigé par un dirigeant du Paris Saint-Germain vers la tribune. Lui n'a pas forcément le réflexe d'aller s'asseoir sur le banc. Et on le voit à côté de sa mère, donc passer tout le reste de la rencontre. Il est redescendu sur la pelouse sur la fin du match pour aller saluer les supporters avec les autres joueurs. On l'a vu parler avec Kerrer pendant des minutes et des minutes. On va parler de cette attitude. Est-ce que c'est un manque de respect ? Est-ce que, parce que je sais qu'il y a des avis qui divergent autour de la table, je pose la question, est-ce qu'il doit y avoir une sanction pour Kylian Mbappé ? Yacine. Je vais aller direct sur la sanction. En fait, la sanction, pour moi, elle est inutile. Je vais expliquer pourquoi rapidement. C'est que ce type de joueur-là, ce profil de joueur-là au PSG depuis 7-8 ans, le club n'a jamais rien fait. Et en fait, tu peux pas commencer à mettre une sanction comme ça d'un coup. Tu te lèves un matin. C'est comme tu laisserais ton fils tout faire et puis d'un coup, tu te lèves un matin et tu dis non, t'as été puni. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est trop tard en fait. Et s'il avait prolongé de 3 ans, je te dirais oui, il faut mettre une sanction. Mais maintenant, il part. Non, mais retirer le brassard jusqu'à la fin de la saison, par exemple. Bon, voilà. Déjà, moi, le brassard, de toute façon, j'ai toujours dit que j'étais pour le donner aux plus anciens, parce que de toute façon, déjà, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Donc, le brassard. Non, mais voilà. Maintenant, c'est ce qui se fait au Real Madrid, au Barça. Exactement, moi, ça évite les discussions. Voilà. Maintenant, pour revenir sur l'attitude, évidemment qu'elle est inadmissible. Elle est inadmissible parce qu'il n'y a pas que le téléphone. Il y a le téléphone, il y a les sourires un peu. Je nargue un peu, je m'en fous un peu, je prends ça par-dessus la jambe. Je vais en tribune comme un vulgaire mec de district qui va rejoindre ses potes parce que son entraîneur l'a sorti à la mi-temps. On nous explique que donc il y aura un dirigeant qui l'aurait autorisé ou accompagné. Mais en fait, est-ce qu'on a le droit à un moment donné, encore une fois, on va pas revenir sur tout, mais oui, le club, comme les parents avec l'enfant gâté, le club est coupable de plein de choses. Mais est-ce qu'on a le droit à un moment donné de penser que Kylian Mbappé peut être assez intelligent pour dire ben non, j'étais capitaine, même si je sors, je reste là, je me donne pas en spectacle, je fais pas le show, alors que quand même j'ai des mecs qui sont en train de des potes, enfin normalement des potes, des coéquipiers en tout cas, qui sont en train de jouer en ce moment 0-0 à Monaco, un match plutôt important quand même. Premier contre troisième en Ligue 1. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de me comporter différemment ? Mais évidemment que oui. Donc son attitude elle est inadmissible. Maintenant voilà, c'est un tout. C'est le club qui est coupable d'avoir laissé faire plein de choses, et c'est lui qui est aussi coupable à un moment donné de ne pas prendre ses responsabilités et de se comporter comme un grand professionnel et de dire non, c'est pas le moment. Voilà. En plus, encore une fois, le titre serait joué, on sera à 2 journées de la fin, à la limite, c'est pas grave. Mais là, il reste 10 journées. T'es pas officiellement champion, même si. Bon, voilà. On va pas loin. Il y a un match de Ligue des Champions dans 4 jours. Est-ce que c'est le moment de faire ça ? Mais non, c'est pas le moment de faire ça. Voilà. Stéphane, est-ce que c'était un manque de respect de la part de Mbappé ? Je vais pas. Ouais. Alors, je vais attaquer par les sanctions. On pourrait commencer par une mise en détention provisoire, envisager peut-être une amputation d'un membre, d'une phalange, de quelque chose. Évidemment, c'est pas la meilleure initiative qu'il ait prise. Je vais pas vous dire l'inverse. Voilà, c'est un manque de respect. Je sais pas, c'est au minimum une maladresse. Évidemment. Voilà. Alors, il sort du vestiaire un peu tard parce qu'il fait attention à son hygiène. Il est passé sous la douche. Voilà, il voulait sortir propre, ce qu'on peut quand même lui accorder. Après, rejoindre la tribune. Moi, le téléphone, quand je suis en district, on me dit le téléphone de la préparation du match jusqu'au cri de guerre à la fin. Bien sûr. C'est prohibé normalement. Blague à part, il y a énormément de maladresses et de choses que j'espère, et même si j'ai pas espéré, il est grand, il fait ce qu'il veut, mais j'espère qu'il ne referait pas si jamais ça se reproduisait là, aujourd'hui, avec le recul. C'est-à-dire qu'effectivement, sortir avec le téléphone, c'est pas très bien joué. Aller en tribune, c'est pas très bien joué. Les sourires, je suis pas d'accord avec Yacine, parce qu'en réalité, je me souviens d'un certain Cristiano Ronaldo qui, à Manchester United, quand il n'était pas entré en jeu, il avait carrément, lui, quitté le stade avant la fin du match. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Kylian Mbappé se sait suffisamment observé aujourd'hui, j'imagine, pour ne pas
manifester de signes de mauvaise humeur quand ça va pas dans son sens. Moi, j'ai pris ces sourires comme quelqu'un, justement, pas qui se foutait de ce qui se passait, mais qui prenait les choses avec... Pour désamorcer un peu, voilà, genre la décision. Exactement, comme quelqu'un qui voulait pas jeter de l'huile sur le feu et envenimer les choses. C'est mon interprétation, Ouais, je dis non, pas mais qu'elle est ça- juste. hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on aurait sans doute beaucoup plus parlé, beaucoup plus polémiqué là-dessus s'il était sorti en faisant la gueule, quoi, déjà. Exactement. Mais on n'aurait pas parlé s'il est allé sur le banc. Ouais, non, mais c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, ça, aussi. ça, c'est la question, 1 million. Ouais, Mais S'il après- fait la gueule et non, qu'il mais- va sur le banc. Ouais, mais s'il avait fait la est-ce gueule que sur c'est le pire banc. que s'il Ah, non, sourit, non, il va en mais- ah, tribune. mais attends. Il faut Si- pas oublier quelque chose. Pardon, je te laisse. Non, je t'en prie, Alex, je t'en après. Il faut pas oublier quelque chose, c'est que premièrement, à Monaco, il est chez lui. Pour ceux qui connaissent le stade Louis II, c'est presque un stade champêtre. Quand tu te balades dans Louis II, effectivement, tu peux passer du vestiaire aux tribunes sans aucun problème. Tu prends la piste d'athlée. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il ne rejoint pas que sa mère en tribune. Il se retrouve en tribune, juste au-dessus de Nasser El Khelaïfi, de Luis Campos, de Pascal Ferré et tout l'aéropage du Paris Saint-Germain qui se trouve là. Alors effectivement, il est à côté de sa mère, mais il y a dans la tribune tout l'aéropage. S'ils étaient vraiment contre, ils auraient pu lui dire Coco, Exactement. va là-bas. C'est exactement ce que je voulais dire. Surtout que la personne qui est allée le chercher et qui l'a accompagné jusqu'en tribune était en tribune avant de faire le déplacement avec ces personnes-là. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que tout le monde savait dans la tribune qu'il allait chercher Mbappé pour le ramener. Ouais, mais alors, pardon, hein, mais je comprends pas le. Après, je dis Je encore une comprends fois, pas je dis la pas même- que c'est non, un bon choix. Ah, mais voilà, mais je comprends pas la. Alors déjà, j'aurais pas compris si ça avait été un choix d'Mbappé de base. Alors là, si c'est les dirigeants qui ont dit. Non, je dis pas Tiens, ça non viens. plus. Hein. Non mais, Je en sais fait, pas comment la décision s'est nouée, l'un dans l'autre, même s'il y avait une rencontre des grands esprits, tiens, j'ai envie d'aller en tribune, et puis tiens, viens en tribune, tu vois, enfin, je comprends pas le, enfin, de toute façon, je souscris à plus ou moins tout ce qui a été dit. Hein, Juste côté info, nous à France Bleu Paris, l'entourage de Kylian Mbappé nous a dit que c'était un dirigeant du Paris Saint-Germain Oui. qui l'avait aidé, qui l'avait accompagné dans la tribune. Mais accompagné, c'est pas invité. Et le Paris Saint-Germain, nous dit que non, pas vraiment. Ouais, non mais c'est, enfin. Il y a du flou, hein, je vais pas vous mentir, il y a du flou. Non mais oui, dans cette histoire-là. franchement, c'est dans tous les cas, c'est un truc qui aurait pas dû se produire. Encore une fois, je souscris de toute façon à ce qui a été dit par Yacine et par Stéphane, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Yacine, le mec il était capitaine en première période, quoi. Capitaine en première période. Au-delà de ça, t'es un joueur du Paris Saint-Germain, un joueur de n'importe quelle équipe. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Alors tu citais Ronaldo qui effectivement c'est un très bon exemple, mais alors, Ronaldo à l'époque au moment où il fait ça à United, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre entre le club et lui, c'est la guerre entre Ten Hag et lui, et quand il fait ça, c'est un énorme fuck au club et à Ten Hag, quoi. Mais oui, je donnerai un euro. Je ferai un Lydia à Bruno Salomon. Non mais c'est pas parce que c'est en anglais Ouais. que tu peux me le dire en espagnol, c'est pareil. Hein. Je mettrai un euro quand même. Je parle pas espagnol, mais je vais apprendre. Et donc voilà, je sais pas, j'ai pas souvenir d'un joueur qui a eu ce genre d'attitude. Puis en plus, franchement, tellement random de faire ça là contre Monaco, un match. Je sais pas, tu joues avec des gens dans 3 jours. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça, quoi? Je pense que Kylian Mbappé est trop intelligent pour pas avoir conscience des conséquences de ça. Mais est-ce qu'être intelligent, t'empêche d'être émotif et d'être débordé par tes émotions? C'est Bon, sûr. Voilà. Encore Je une pense fois, qu'il le choix, y a le du choix- naturel, il y a du naturel un peu vas-y, c'est ma décision, un peu d'impulsivité, impulsion, je sais pas. Ouais, impulsivité, c'est pas. Oui, c'est je sais pas. Je pense que foncièrement, il a été vexé, touché en tout cas de se faire sortir à la mi-temps et de la manière dont ça s'est passé dans le vestiaire. Voilà, du fait que son coach ne lui glisse aucune explication, qu'il n'y ait pas plus de considération que ça. À juste titre ou pas, hein, à tort ou à raison, mais qu'on le veuille ou non, c'est un joueur différent, qui a un ego qui est peut-être aussi différent, qui est lié à la qualité de tous ces joueurs-là, qui sont des joueurs pas comme les autres, et il a peut-être mal pris les choses. Et encore une fois, il a, je pense, pour revenir sur la question initiale, il a eu tort d'aller en tribune. Évidemment, il a eu tort d'aller en tribune. Alors, si on se projette un peu plus sur la suite et la fin de la saison, parce que visiblement, on est sur les
4-5 derniers mois de Kylian Mbappé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ah bah là, je crois que c'est. Ouais, Là, je pense je m'avance pas trop ce en serait une disant ça. grosse surprise. Quand Du même. coup, est-ce que des actes comme celui-là, ça gâche la sortie, ça gâche les souvenirs qu'on aura de Kylian Mbappé en tant que supporter du PSG? Je vais parler en mon nom. Ça gâche pas parce qu'il y en a déjà eu plein en fait. Donc ça gâche pas. Il y en a eu plein Des des moments, mais moments évidemment. comme ça. Mais évidemment, les déclarations en 2019 entre feu et NFP, les déclarations en équipe de France sur ici je fais pas le pivot et je suis entouré différemment, le pivot gang, l'attitude quand Vitinha a osé ne pas lui faire une passe, s'arrêter en plein milieu, jamais C'était vu ça. contre Moi. Montpellier, Non, ouais. mais c'est exceptionnel. Bon voilà, je veux dire, ça gâche rien c'est une de plus. Elle arrive au mauvais moment parce que je pense qu'en fait c'est le contexte qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent ah ouais mais là c'est trop en fait. C'était plutôt calme cette saison. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est aussi le moment où ça arrive, où tu te dis, oui, c'est en train de tout gâcher finalement. Parce qu'en fait, avant, il y avait ces buts qui masquaient un peu tout ça. On oubliait parce qu'ils marquaient des buts. Aujourd'hui, bon, la saison du PSG, elle est ce qu'elle est. Je crois qu'on est sur pas loin du plus faible taux de points de QSI à ce moment de la saison. Bon, il a marqué ses 20 buts, mais je veux dire, il n'y a pas de trucs extraordinaires qui sont passés. En Ligue des Champions, t'as pas vibré parce qu'à l'extérieur, tu t'es fait à chaque fois marcher dessus. Bon, voilà. Je veux dire, Il c'est n'y a pas de moment marquant. Non. C'est le contexte qui fait qu'aujourd'hui, je pense, il est en train de gâcher. Mais moi, je finirais sur. Tout à l'heure, Stéphane disait il est trop intelligent. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'émotion chez lui. Tout ce qu'il fait, c'est calculé. Et pour moi, tout ce qui se passe là, c'est pas rien. Voilà, c'est pas anodin ce qui est en train de se passer dans sa fin de parcours au PSG, dans son attitude. Maintenant, moi, je vais juste dire une dernière chose là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de choses. Ouais, il faut le mettre en tribune et tout. Moi, je vais être clair là-dessus. Kylian Mbappé, il a un contrat au PSG. Il reste 3 mois de contrat au PSG et il est payé par le PSG. Donc en fait, moi, l'histoire d'un mec qui est en fin de contrat, il va en tribune parce que ceci, cela, je veux pas l'entendre. En fait, par contre, aujourd'hui, avec cette situation, ce qui est bien, c'est que, écoute, en plus, on connaît Luis Enrique et ses principes de jeu. T'es prêt à te plier au principe? T'es prêt à faire des efforts ou pas? Oui, tu vas sur le terrain. Comme à Monaco, tu as une mauvaise attitude, tu sors. Tu vas sur le banc au début de match si j'en ai envie. Mais il n'y a pas à dire ouais mettez-le en tribune, il est payé, il a à faire son travail, il est à la jusqu'à libre fin. disposition du coach. Mais évidemment. Voilà. Je rebondis juste un peu sur ce que tu disais. Moi, je reste persuadé quand même que, et pour le coup, encore une fois, je pense que c'est pas anodin de la part de Luis Enrique d'avoir voulu faire ça maintenant, d'avoir voulu faire ça avant le retour contre la Real Sociedad, avec l'arrivée du printemps et des matchs européens, etc. Je pense que c'est aussi, je m'avance, hein, parce que honnêtement, c'est pas une info, c'est un pressentiment, qu'il y a un côté de Luis Enrique qui veut vraiment le pousser dans ses retranchements. Et je reprends l'exemple de. Je sais plus après quel match c'est où il marque 2 buts ou 3 buts contre Reims, le triplé, et que Luis Enrique dit bah non, mais son match était pas bon, etc. Il aurait pu être meilleur. Et voilà, et que honnêtement, on était tous très surpris déjà, mais que les matchs suivants, c'était un moment où il était un peu en train de remonter dans son pic de forme, parce qu'il y avait eu évidemment le loft, etc., son été qui était un peu tronqué et tout. Et du coup, après cette petite pique-là en interview, je me souviens qu'il y a une série de matchs où quand même Mbappé est ultra décisif. Ouais, franchement, Mbappé, je pense qu'il a aussi il a aussi un ego, et quand on le pique dans son ego, il est un peu en mode vas-y, tu sais quoi, je vais te montrer de quel bois je suis fait, quoi. Et franchement, bon, encore une fois, je pense que c'est pas anodin. Alors, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est pas un peu passif-agressif? Est-ce que c'est pas un peu machin? On verra. Moi, je pense maintenant que si Mbappé fait une fin de saison extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, que c'est le parfait soldat d'Enrique et que tu vas chercher avec des champions, je pense qu'on reverra cet épisode comme un moment hyper charnière de la saison. Parce que en fait, c'est soit un coup de génie absolu, soit un truc qui peut complètement lui exploser la gueule, quoi. Stéphane, l'avantage, c'est que en termes d'événements dans la saison, il y a encore moyen de sortir avec plus que les honneurs et sortir avec une image améliorative, parce que là, on a vraiment l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, que sur cette saison, en tout cas, c'est pas encore, c'est pas à la hauteur de toutes les stats qu'il a pu avoir avec le PSG. Oui, bien sûr. Mais pour moi, il y a aussi une raison toute simple à ça. Alors, effectivement, je pense que Kylian Mbappé n'est pas au niveau où il devrait être, où il pourrait être, en tout cas. Et je pense que
il doit faire mieux, il peut faire mieux, et j'imagine, vu sa construction intellectuelle, qu'il ne pense qu'à faire mieux. Mais il y a une réalité aussi, c'est que on parle énormément de Kylian Mbappé, voilà, et de cette équipe de Luis Enrique. Mais trouvez-moi des matchs depuis le début de saison qui vous ont laissé le cul par terre en vous disant waouh, comme il nous l'a vendu, Luis Enrique. Eh ben, on a des matchs spectaculaires toutes les semaines. Franchement, pardon, Lorient, le premier match de la saison, tu fais 0-0, c'est un des meilleurs matchs du PSG que j'ai vu. Ah ouais? Ah ouais. C'est un match qui m'a marqué de fou, moi. Mais alors, pardon, c'est peut-être que mon avis. Hein. Alors, Alors, je vais te en dire, fait, c'est c'était la inquiétant. cassure avec. Je me rappelle de C'est ce match-là. inquiétant. Ce match-là, je me rappelle, c'était. Après, c'est de la possession en U, etc. Mais c'était de la cassure avec. Ah ouais, Galtier, non, mais- quoi. Est-ce Bah ouais. qu'aujourd'hui, Est-ce que c'était le match le plus fantastique? est-ce Ouais, mais ça, qu'aujourd'hui, ça m'est tu te dis à un peu plus de mi-saison, est-ce que tu te dis aujourd'hui, j'ai pris avec Luis Enrique, j'en ai plus pris plein la vue qu'avec Christophe Galtier? Ah, Oui. Ouais. Ah ouais? Enfin, moi, si on me demande, oui. Donne-moi 5 matchs, donne-moi Bah, 5 matchs qui t'ont Bah, t'as Marseille, trouvé extraordinaire. Marseille, Lille, le Monaco l'aller. Je peux te donner Dortmund Monaco à l'aller, l'aller. Monaco l'aller, il Dortmund, gagne 5-3. Dortmund. Monaco l'aller, il gagne 5-3. Oui, les 3 quarts mais du match, c'était tu te sympa. fais chier. C'était sympa, quoi. Non, trop d'heures du match, t'es sévère. Bon, après, on va pas se refaire tous les matchs, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir quelques matchs qui sont un peu plus références, quoi. Comme tu as eu avec Cohé- Galtier plus dans les, cohérent. dans, En dans- fait, c'est dans pas les ça, 3-4 premiers c'est- dans la c'est première partie de plus saison. cohérent collectivement. Je vais pas dire meilleur ou moins bon, je vais dire plus cohérent collectivement. Comme ça, tu vois, Après, ce qui est. c'est la réponse de Normand. Après, Tu concèdes très 3 fois plus d'occasions que sous Galtier. Ouais. Après, très honnêtement, si on dérive sur ce débat-là, moi, j'ai pas souvenir d'un PSG spectaculaire depuis. Longtemps. Tu peux citer Depuis Thomas le début de Tuchel saison ou dernière. Emery. Non, Thomas depuis le Tuchel ou début de saison Emery. dernière. Bah oui, alors le 7-1 contre Lille, effectivement, mais ça a duré quoi? Ça a duré 3 semaines, quoi. Non, Et encore, ça a et duré encore un le, peu plus ça dure et un mois et encore le demi, 7 allez, un contre mois et Lille, demi. je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y a un partout, enfin, pendant une demi-heure, c'est pas ouf non plus, quoi. C'est quand il y a le 2-1, là, ça devient n'importe quoi, mais. Non, mais c'est. Ouais, je sais pas. C'est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas. Voilà, j'ai pas l'impression que Luis Enrique ait bouleversé cette équipe. Alors, si, dans sa façon de jouer, etc. Mais t'es pas scotché sur tous les matchs que tu vois. Voilà, elle doit encore progresser, cette équipe, et elle est très loin d'avoir trouvé un rythme de croisière, même pour Kylian Mbappé, même avec Kylian Mbappé, qui fait que tu te dis waouh. Alors, ça tombe très bien parce qu'on va parler de Luis Enrique et de la préparation à la Ligue des Champions. On va faire une première pause. Enfin, on va faire la seule pause d'ailleurs parce que à chaque fois Bruno il dit qu'on va faire 2 pauses pendant le truc, mais il met qu'un seul jingle. Voilà. Et paf, t'as vu comment je tape le capitaine. Donc on va faire une pause. On va parler de la préparation de la Ligue des Champions. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris. Après le match nul décevant à Monaco, retour à la Ligue des Champions et au match capital de la saison du Paris Saint-Germain, celui à San Sebastián à la Real Sociedad. Rendez-vous pour une grande soirée de Ligue des Champions sur France Bleu Paris avec en invité le chef Arnaud Baptiste, grand supporter du PSG, de 20h à minuit ce mardi. France Bleu Paris, 100% supporter. « 100% PSG ». La tribune. De retour dans la tribune avec Yacine Amened, avec Stéphane Bianchi, avec Alexandre Affalo. On va parler de cette préparation pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Alors, on a eu 3 matchs. On a eu 3 matchs entre l'aller et le retour. Ces 2 matchs face à la Real Sociedad. On a eu ce match à Nantes, qui était un match un peu de rotation post-match aller. On a eu ce match face à Rennes, un but partout. Et puis on a eu ce 0-0 à Monaco. Est-ce que je suis fou en disant, mon cher Yacine, qu'on était plus serein avant l'aller qu'on ne l'est avant le retour? Je crois les 3 semaines entre le match aller et retour, vraiment on n'aime pas ça. Non, mais tous les ans, c'est terrible pour nous. Il faudrait faire un nouveau truc, le match retour tout de suite. Nous on le fait la semaine après, on passe à autre chose parce que. Non, ouais, on n'est pas serein parce que comme par hasard il y a des histoires, comme par hasard il y a une atmosphère un peu bizarre. Malgré tout, puisqu'on va commencer à se projeter sur Luis Enrique. Moi, je rejoins quand même Stéphane. J'ai des doutes sur ce que fait Luis Enrique, sur les compos, sur son jeu, il y a plein de choses. Moi, je suis pas, tu vois, un peu comme
ce qu'on fait sur Mbappé, j'ai l'impression que ça réhabilite Neymar, mais moi, ça réhabilite pas du tout Neymar. Bah, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que Luis Enrique fait ça avec Mbappé et que je trouve aujourd'hui ça cohérent que ça réhabilite tout ce que fait Luis Enrique. Moi, il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. Je vais prendre juste l'exemple de Beraldo. Voilà, Beraldo, aujourd'hui, en défense centrale, on voit bien quand même que ça tient la route. Les 2 premiers matchs, il joue latéral gauche. Bon, qui arrive du Brésil après une saison, de l'été à l'hiver, au PSG, en Europe. Enfin, tu le mets pas dans des bonnes conditions. Voilà, il y a plein de choses, moi, sur lesquelles Luis Enrique. Et effectivement, là, ces 3 semaines-là, bon, j'ai pas vu. Il nous a expliqué qu'on serait meilleur en février. Bon, là, maintenant, on est au mois de mars. Je vois pas qu'on est meilleur que ça. Il nous a dit qu'on serait meilleur l'année prochaine maintenant. Bah, c'est ça. Ouais, le problème, c'est qu'il va pas pouvoir reculer comme ça tous les 6 mois. Mais Maintenant, on sera meilleur en 2028. Ouais. Donc voilà, et comme tu le dis, les 3 matchs-là, moi, j'ai pas vu des choses rassurantes au point de me dire, bon, bah, finalement, cette année, le 8e, tranquille, on va là-bas, aucune pression. Je vais peut-être même pas regarder le match tellement je suis serein, quoi. Bon, on fera un petit point en Real Sociedad aussi, parce que s'il y a un club qui s'est moins bien préparé que le PSG, c'est peut-être la Real Sociedad. Moi, je me les farcis les matchs de la Real Sociedad. Oh là, ce week-end, c'était encore compliqué. Bon, ce week-end, ils ont fait tourner énormément parce qu'ils se sont fait éliminer en milieu de semaine. Ouais, ils remarquent des buts, par contre. Comment ? Ils remarquent des buts, par contre. Ouais, ils marquaient plus. Ils en prennent maintenant. Ouais, ils en prennent voilà. beaucoup aussi. Alex, est-ce que t'es serein ? On va commencer comme ça. Je pense que si j'étais serein, ça voudrait dire que je sors d'un coma de 12 ans et que j'ai pas vraiment pas rattrapé l'actu, quoi. Non, je suis pas évidemment pas serein. Non, si on enlève le facteur Paris Saint-Germain, je pense que l'équation. la sérénité, elle existe pas. Moi, j'ai envie de dire, je serais serein quand si à la 45e minute, le PSG fait un départ de match canon, qu'ils ont marqué, qui est déjà 2-0 et que tu sens qu'il y a une maîtrise absolue, mais je ne sais pas si ce sera le cas. Avant le match, en fait, il peut tout se passer. C'est-à-dire que, franchement, on a tellement vu des scénarios ubuesques en Ligue des Champions avec le PSG qu'on peut pas. La sérénité, ça n'existe plus, quoi. Maintenant, je suis pas alarmé. Je sens pas le PSG, malgré le fait qu'effectivement dès le lendemain du match aller on a ouvert le grand livre de Kylian Mbappé et que du coup ça a un peu vampirisé cette préparation pour le match retour. Je suis pas spécialement alarmé. Alors j'entends évidemment les doutes autour de Luis Enrique, de ce qu'il veut mettre en place, etc. Moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui collectivement se dégage de cette équipe qui est intéressant. J'ai l'impression je trouve qu'en tant qu'équipe, ils sont peut-être un peu mieux armés pour aborder ces échéances-là, dans la mesure où en fait les 3 dernières années, ça a surtout reposé sur est-ce que nos grands joueurs vont performer, quoi. Là, j'ai l'impression que même si il reste plus que Mbappé comme très joueur qui est un peu moins bien, les 10 mecs autour, au moins, je trouve qu'il y a une forme de force collective qui commence à se construire dans cette équipe. Pour revenir un peu sur le débat sur le Luis Enrique, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, un entraîneur qui veut vraiment mettre en place des préceptes, des idées, avoir vraiment une équipe à son image, c'est pas une saison, c'est 2, 3, 4, 5 saisons, et on verra, je pense, des plus amples résultats dans le futur. Mais voilà, moi je suis quand même peut-être un petit peu plus confiant dans cette équipe que j'ai pu l'être par le passé. Maintenant, serein. Sur la prépa, avant de parler de la crédibilité qui se joue ou pas ce mardi, sur la prépa, c'est vrai que les compositions d'équipe, c'était assez compliqué de voir une certaine cohérence de préparation pour le match. Depuis le début de saison. Pour le match retour. Mais depuis le début de saison, on voyait quand même des forces qui pouvaient se distinguer. Voilà, le côté droit, Hakimi, Dembélé, etc. T'as toujours la petite surprise du chef. Oui, bien sûr. Mais là, on est reparti sur le 4-3-3 classique. Les 3 défenseurs, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de ça. La charnière, là, c'est les blessures. Elle a changé énormément. Même devant, Colomboigny, est-ce que c'est un joueur de côté, d'axe, etc. Donc, un joueur de côté. Non, on ne sait pas. Il l'a mis sur le côté à un certain moment. Ça fait un moment qu'il le met sur le côté, puis qu'il est. Donc, est-ce que toi aussi, tu as trouvé cette préparation un peu bizarre ? Ouais, alors la préparation, elle est étrange et elle n'est pas rassurante. Le match de Rennes et le match de Monaco, c'est presque les 2 matchs les plus pourris de la saison. Rennes, tu t'en sors par l'œuvre du Saint-Esprit avec un penalty qui n'existe pas. Voilà. Et puis à Monaco, si tu prends une valise, il n'y a rien à dire.
Après, vous allez peut-être me prendre pour un fou, et c'est le genre de truc où je devrais me taire parce que ça va me revenir en pleine figure. Mais moi, ils vont les éclater, je pense. Ah, tu penses? Ouais. Mais après, je ferais mieux de me taire peut-être. Bah non, hein, mais Tu On dis a ça, les avis si ça tranchés. par rapport au PSG ou par rapport à la Real Sociedad, de ce que tu as vu la Real Sociedad? Les deux, en fait. C'est que je pense que cette équipe a au moins ça, j'espère, cette année. Et les 2 matchs précédents, parce que je ne tiens pas compte de Nantes, ont peut-être cette magie-là, c'est qu'ils vont piquer tout le monde et qu'ils vont réveiller tout le monde, et que je pense qu'ils vont vraiment, ils vont vraiment se taper le cul par terre pour passer ce tour sans problème. Si Luis Enrique ne nous fait pas une surprise de dernière minute avec un truc qui va tout Genre Beraldo à la place de Lucas Hernandez, par exemple. Par exemple, Keylor Navas en défense centrale, je sais pas, mais je pense que cette équipe a les moyens de montrer qu'elle est au-dessus parce qu'elle l'est, et surtout de répondre présent à ce rendez-vous que tout le monde attend. Un petit point, vas-y. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, je pense que ce serait hyper important pour tout ce qui est vocal, tout ce qui est mental, pour le coup, d'envoyer un vrai message, de gagner 4-0, puis que ça fasse pas de détails, quoi. Bon, après, s'il Parce gagne 2-0, je suis content aussi. Non, mais certes, mais en fait, l'impact d'une victoire 2-0, limite un peu ric-rac, comme ça pouvait l'être à l'aller, où tu te fais quand même un peu bousculer en première période et tu concèdes beaucoup de raisons, etc. Et l'impact d'aller chez eux, leur mettre 4-0 et montrer vraiment qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes pour aborder la suite de la compétition où tu vas avoir des équipes un peu plus relevées. Je pense que c'est pas la même limonade, quoi. Juste un petit point sur les absents. On a Asensio qui va être en soin toute la semaine, donc qui n'est pas dans le groupe pour ce match-là, tout comme Kimpembe et Skriniar, mais ça c'est un peu moins surprenant. On a Nuno Mendes qui est là pour la première fois en Ligue des Champions cette saison, donc qui est dans le groupe. Et puis dans le groupe, on a aussi le jeune Gadou et on a Seny Mayoulou aussi qui est dans le groupe du Paris Saint-Germain. Je vais poser la question qui va être la dernière vraie question, le dernier vrai débat, celle sur l'importance du match de demain pour la suite du projet Luis Enrique. Alors, on a parmi nous quelqu'un qui a co-signé un article ce matin dans le Parisien, qui dit qui pose la question de savoir si la crédibilité de Luis Enrique se jouait demain soir. Avant de te donner la parole, mon cher Stéphane, parce que c'est toi, je vais prendre l'avis de Yacine. Yacine, est-ce que tu penses que le match de demain, il peut faire mal, voire mettre à terme le projet Luis Enrique, long terme, s'il se passe une Paris Saint-Germain? Je ne vais pas appeler ça une dinguerie, je vais appeler ça une Paris Saint-Germain. Mais en plus, il faut employer les termes parce qu'en fait, dans un autre club avec un projet tranquillement construit, je te dirais non. Il n'y a pas de problème, il ne joue pas sa crédibilité, le projet il est lancé et puis on verra bien, ça reste du foot. Mais évidemment qu'on est à Paris et évidemment que malheureusement, on sait tous qu'en ayant gagné 2-0 à l'aller, si tu t'écroules là-bas, évidemment qu'il y a plein de choses qui vont ressortir. Ses choix de compo, sa communication, on va la rater sur rien en fait. Le cas Mbappé, voilà, la gestion de certains blessés, voilà, mais c'est automatique. Et le PSG, c'est comme ça. Mais je pense aussi que c'est parce que, moi je le redis, il y a de toute façon un problème de communication dans ce club. La communication, elle n'est pas claire. Et lui aujourd'hui, tu vois, même si évidemment qu'il y a parfois des questions de journalistes qui sont peut-être énervantes pour des coachs qui les entendent à répétition et qui entendent aussi des choses qui se disent. Et tu te dis, mais en fait, c'est insupportable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Malgré tout, la communication, ça fait partie du truc. Et il a beaucoup répété depuis le début de l'année, la Ligue des Champions, c'est pas un objectif. Je suis là pour construire quelque chose, etc. Mais moi, je suis désolé, je le sens pas. Je sens pas que c'est vrai. Je sens plutôt que c'est un parapluie qui sort pour se dire, voilà. Au PSG, tu peux pas dire ça. Parce que la Ligue des Champions, l'objectif Ligue des Champions, évidemment qu'il est... il est revu à la baisse parce que la gagner, on sait très bien que c'est compliqué. Mais tu peux pas dire, je suis au PSG, si on se fait sortir en 8e, c'est pas grave, on est là dans le projet, comme si de rien n'était. Et en plus, cette année, avec un tirage,
Bon, voilà, encore une fois. Un peu plus abordable. Mais bien Mais sûr. tu vois, donc, pour le coup, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup posé la question à Luis Enrique de est-ce que l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est lui dans sa tête, de manière réaliste, qu'est-ce qui serait une performance satisfaisante. C'est-à-dire, est-ce que si tu sors en quart, t'es quand même content. Est-ce que vraiment tu dis dernier carré, ce serait vraiment genre idéal. Est-ce que, tu vois, c'est ça. Pour Est-ce le que coup, l'important, c'est pas l'histoire qui est racontée? C'est Oui, comment aussi. Parce que si tu sors en quart contre Manchester City, que tu prends 3-0, 3-0, parce que l'équipe en face, elle Oui, est, oui, elle est aussi. juste plus forte, Bah, bien il n'y a sûr. pas de honte. parce que par si tu exemple, tu sors en quart cette année contre ce Bayern. Est-ce que c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas. il faut déjà, c'est c'est pas déjà le- qu'ils soient en quart. Parce que Non, pour mais l'instant, ils sont pas déjà, très forts, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, c'est important. Ça veut Ouais, dire, c'est sûr. ce que tu dis, si tu sors en quart contre le Bayern, ce Bayern cette année, c'est pas la même chose que quand tu sortais en quart contre le Bayern 2017. Faut être sérieux. C'est pour ça que les histoires de clubs, c'est bien, il y a l'image. Mais à un moment donné, une saison, c'est une saison. Quand tu sors contre ce Bayern-là, est-ce que le Bayern, c'est pire que la Real Sociedad aujourd'hui? Bah, pour le coup, à ce niveau-là, je pense que en vrai, supporters, observateurs, etc., je pense que n'importe qui est capable d'accepter une élimination à n'importe quel stade de Ligue des Champions. Exactement. Si t'es tu, face à si plus tu fort. meurs les armes à la main, Et genre, voilà. déjà. Et ça, le problème du PSG, ça a surtout été ça. C'était que t'avais gentiment posé les armes avant de prendre le premier coup, quoi. Donc c'est surtout ça. Donc voilà, là on verra comment ça se passe demain. Après, clairement, oui, le PSG sort contre cette Real Sociedad. On peut le placer dans le top 3 des pires performances européennes de l'histoire du club, quoi. Alors, tiens, en parlant de pire performance, Stéphane, moi quand j'ai un peu de temps, j'essaie de réhabiliter ce qu'a fait Unai Emery au PSG. C'est une de mes passions, j'aime bien. Et effectivement, Qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens. effectivement, ça serait très très bête de ma part d'ignorer le fait que la remontada a complètement, Non, mais a il- complètement anéanti tout le projet Unai Emery Ouais, au mais PSG. malgré tout, il a survécu à ça quelques temps, donc je veux pas croire que. Et il a que- réussi à refaire des bonnes choses même l'année d'après. Exactement, C'est vrai. exactement. Mm. Donc pour moi, il y a quel que soit le résultat du match, ça remettra pas en cause. Je sais plus ce qui avait été écrit dans ce papier dont tu parlais tout à l'heure. Je sais pas qui l'a écrit. M'embêtez pas avec vos histoires, hein. De toute façon, qui lit le Parisien, en vrai, franchement. Non, mais ce serait en plus. Non, mais ce serait une déception incroyable, une contre-performance incroyable que de se faire sortir là. En ayant 2 buts d'avance face à cette équipe qui est clairement dans le doute, clairement plus faible que la tienne. Voilà, tu es en position favorable pour passer, être en quart de finale, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que pour autant ça remettrait en cause la crédibilité et du coach et sa longévité ou en tout cas la suite de son aventure au Paris Saint-Germain? Je pense pas. Ah, tu Je penses pense pas, pas. toi, tu penses Non. que. Mais alors, en quoi ça ne remettrait pas en cause? Est-ce que tu penses que d'un point de vue dirigeant, ça changera rien? Ou est-ce que c'est dans l'observation, voilà, dans l'atmosphère que ça va créer autour du coach que ça va être de plus en plus difficile à tenir? Ça peut aussi s'entendre. Mais en fait, je pense que dans cette équipe, en réalité, et c'est ce qu'on dit avec d'autres mots depuis le début, quand on parle de ce qu'a apporté Luis Enrique, cette équipe, elle n'est pas prête aujourd'hui. Elle n'a pas le profil d'une équipe prétendante à la victoire en Ligue des Champions. T'es pas armé pour ça. Tu as des joueurs qui sont de bons petits joueurs, mais qui sont en sur-régime pour beaucoup. Enfin, bon, on ne fera pas croire que tu iras gagner une Ligue des Champions avec Kanguinli, avec Ugarte, avec Vitinha, avec Fabian Ruiz, avec tu vois, Solaire. voilà, avec Carlos Soler. Enfin, ces joueurs ont énormément de qualité, évidemment, mais pas pour, pas pour prétendre mener une équipe à la victoire en Ligue des Champions. Et selon moi, pour revenir sur un truc, c'est une vision qui n'engage que moi. Et j'ai réfléchi à ce que voulait dire Luis Enrique quand il disait il faut apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Je pense qu'il y a peut-être aussi, au-delà du fait que créer un événement comme celui-là, c'est un contre-feu qui permet de pas penser à la manière dont l'équipe joue en ce moment. C'est aussi peut-être une manière de dire, alors on va jouer sans Kylian Mbappé et je vais vous montrer ce que ça va être l'année prochaine. Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question. Et est-ce que en faisant ça, il n'essaye pas de montrer déjà que cette équipe, si elle ne se renforce pas, elle ne pourra pas espérer grand-chose non plus l'année prochaine. Alors, pour le coup, pour l'instant, les seconds couteaux,
si c'est ça son plan, ils sont un peu en train de lui niquer son. Pardon, oh là là. Parce que t'as l'impression. Ben non, mais sérieux, en tu sais qu'on va l'occurrence, passer je suis- l'amende à 5 euros pour ça. Bruno, je sais que tu nous entends, je suis Ah ouais, désolé. bien sûr qu'ils nous écoutent. En fait, là, sur les fois où Kylian Mbappé n'a pas joué, en l'occurrence, alors d'autres joueurs se sont pas non plus révélés, machin, mais ça n'a pas été non plus catastrophique le niveau jusqu'ici, quoi. Bah, moi, je trouve pas. Bah, déjà, à commencer par le match contre Monaco, c'est-à-dire que la deuxième période est bien meilleure que la première. Donc, Et tu finis à 0-0. oui, après et t'être fait- tu finis à 0-0. Bah, mais le match c'est- de Lille, non, bah, le match de Lille. Pour moi, c'est Lille. En plus, Ouais, c'est une bonne équipe cette le match saison de Lille de le match Ligue de 1. Lille est bon. Bah, alors, que le penalty soit justifié ou pas, Rennes, tu vas chercher l'égalisation alors avec un état d'esprit qui était quand même un peu meilleur sur les 30 dernières minutes. Et Alors, un après, penalty qui encore- n'existe pas. Oui, mais Marseille, après, Marseille, il y a le 4-0, c'est Après, quand il sort, quoi. encore une fois, moi je suis pas de ceux qui disent que le PSG est foncièrement meilleur et incroyablement meilleur sans Mbappé, mais si son plan c'est comme tu dis, c'est de dire que, enfin regardez avec quoi je compose, je trouve que pour l'instant ça marche pas Non, de ouf, mais quoi, moi, mais moi, et je dis pas que Ouais. Kylian Mbappé est Mister Univers et que voilà. Non, Je non. dis juste que en faisant ça, peut-être que Luis Enrique montre que pour pallier le départ de Kylian Mbappé, il faudra soit que cette équipe se renforce un peu plus et de façon conséquente, soit qu'elle puisse jouer à 12 avec Randal Colomwani et Gonzalo Ramos en pointe. Après que le fait Avec le deux, pourquoi pas. le fait que le PSG va devoir se renforcer après Mbappé, ça je pense Oui, que c'est une c'est- évidence à laquelle personne Après, ça dépend, n'a échappé. on sait pas où. Non, mais Oui, c'est ça. dans des proportions Oui. intéressantes. Oui, bien j'entends. sûr, mais ça c'est après ouais, pardon, je rebondis juste sur un peu tout de suite sur je reviens à la question que tu avais posée Oui, sur vas-y, Enrique. vas-y, sur la crédibilité. Je m'autorise. Hein. Ouais, Euh, toi, tu sais, t'es à la maison. Bah oui, attends. Que tu payes tellement en boîte à sous que. Ouais, il y a c'est un ça. moment où Je pense que un jour, je vais finir par posséder le studio, quoi. Genre, Ouais, ça. ouais, bah, Mais tu iras t'asseoir en tribune en plus. Euh, Voilà. je pense que pour le coup, enfin, dans l'attitude des dirigeants et dans la façon dont ils, en tout cas, enfin, ce qu'ils laissent sortir comme communication, en tout cas de leur côté, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu calmés sur le côté on va virer l'entraîneur à la première mésaventure. Alors clairement, ce serait pas une bonne nouvelle que le PSG soit éliminé contre la Real Sociedad demain, mais de là à se débarrasser aussi rapidement vraiment du premier grand entraîneur que tu as depuis, enfin du premier entraîneur très renommé en tout cas que tu as depuis, je dirais peut-être Ancelotti, oui, tu vois. après il y a des débats sur ce qu'était Tourelle et Emery quand Voilà, ils sont arrivés, mais c'était quand même même Laurent Blanc. c'était quand même des jeunes entraîneurs, même si Emery avait déjà gagné trois Mm. Coupes d'Europe, hein, mais c'était quand même des jeunes entraîneurs. C'était plus je trouve que c'est plus à l'échelle du PSG, plus des paris que des trucs confirmés. Enfin voilà. Pour le coup, je reviens un petit peu sur ce qu'il avait fait pour le coup en équipe d'Espagne. Moi, je trouve que ce qui avait été vraiment la guillotine pour lui, c'était l'élimination contre le Maroc. Mais alors, tu vois, ça faisait déjà 5 ans qu'il était là et c'était une deuxième élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et bon, alors l'Euro, il venait de revenir après le décès de sa fille, donc c'était un autre contexte. Mais tu vois, je pense que c'est plus sur la durée qu'en fait sa crédibilité entre guillemets va être mise à rude épreuve. Alors, encore une fois, si en un an et demi il enchaîne ce non-match contre le Maroc à la Coupe du Monde et une foirade avec le PSG, tu peux effectivement commencer à te poser des questions sur lui, mais je ne sais pas si ça remettra quand même en cause à ce point son projet. C'est un petit point juste sur la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad reste sur une victoire en 9 matchs. Cette victoire, c'était contre Mallorca en championnat, avec un but à la dernière minute de Mikel Merino. Je le sais parce que je l'ai dans mon petit gazon, Mikel Merino. On l'embrasse. Il y a eu dans cette période de 9 matchs, il y a eu 5 matchs de suite où ils n'ont pas mis un but. Et là, ça commence à être un peu mieux. Alors, il y a eu une élimination en Coupe du Roi à la maison, encore face à Mallorca, au tir au but, qui était un match qui était mercredi dernier, donc à 6 jours du match face au Paris Saint-Germain, qui avait commencé à 21h30, qui a fini en prolongation plus tir au but. Donc, il s'est terminé à minuit et demi. Et ils ont dû mettre l'équipe B pour aller jouer à Séville, qui est pas la meilleure équipe de Liga depuis le début de la ils sont saison. 15e, je crois. Donc c'est voilà, on a le prisme, on va terminer là-dessus les copains, hein, mais Yacine, on a le prisme Paris Saint-Germain et c'est normal, on a l'actualité du PSG qui vient vers nous tous les jours. Mais si on était supporter de la Real Sociedad, là, on serait dans un état qui est bien pire que le nôtre maintenant, non? Non, mais eux, je pense que eux, ils visent juste un exploit. Enfin voilà, ils y croient même. Moi, je suis persuadé qu'ils y croient même pas. Parce qu'il faut être S'il y a un 0 là dans Anoeta, la Real Arena, là, non, là maintenant, 1-0 à la 10e minute, là. Là maintenant, si tu leur poses la question, ils vont te dire non, vu l'état de l'équipe aujourd'hui, les absents, comme tu le dis, là, une victoire en 9 matchs, etc. Mais évidemment qu'ils n'y croient pas. Maintenant, ils sont comme tous les supporters, c'est-à-dire que tu vas attendre un peu le début de match et puis il suffit que tu remettes le pressing que tu as eu à l'aller, mais que tu sois beaucoup plus dangereux et voir que tu ouvres le score.
Ouais, bah ouais, l'ambiance, etc. Et moi, je rappelle quand même que les 2 fois où le PSG passe les 8e de finale depuis 2017, c'était à huis clos. Ah, tu veux dire que depuis Je sais pas, moi, j'ai dit ça depuis comme ça. 2017, on n'a pas réussi à passer quand il y avait du public. Ah, écoute, c'est ce que Ouais, je vois, moi, en tout Pression cas. consulaire. Ouais. Vous le sentez comment Non, bah, après, une chose est sûre, c'est que eux, entre guillemets, ils sont dans la position la plus confortable, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Ouais. C'est, ça peut être, l'histoire peut être que magnifique pour Ouais. eux. S'ils sont éliminés, c'est juste normal. En fait. Voilà, exactement. Et alors, évidemment, je pense qu'ils vont tout donner, ils n'ont rien à perdre. Ils vont être soutenus par un public qui va les porter. Voilà, maintenant, en face, tu as quand même une équipe qui est capable de résister à ça et de prendre le match à son compte et tuer tout suspense très très vite. Bon, Alex, il n'y a pas de mauvaise surprise demain, c'est bon. Je n'espère pas. On rappelle que le PSG est l'équipe qui a le plus gros écart après le match aller avec Manchester City qui a gagné contre Oui, c'est vrai, Copenhague c'est aussi par des 8e victoires. assez serrés. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Alors, en plus, pour une fois, je serai dans un contexte complètement neutre. Je travaille pas demain soir. Je serai juste un humain normal devant sa télé. Tu sais, c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé, moi? C'était PSG Manchester parce que je partais à Marrakech le lendemain. Bravo. Ils m'ont gâché, mais ils m'ont gâché mes vacances. Hein. Mais vraiment, je suis parti à Marrakech. À chaque fois que j'allais dans le souk et je voyais des maillots de Neymar et de Mbappé, j'avais envie d'insulter. J'en pouvais plus. Bah, moi, je pars pas à Marrakech après-demain, mais j'espère quand même que pour mon retour au bureau, j'aurais eu un beau match la veille, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien être un peu au mois d'avril de temps en temps. Ouais. Ça nous ferait du Voilà. bien de voir un peu la Ligue des Champions et de Ça pas serait regarder pas les autres. Quoi. Parce que le match commence, il fait toujours jour, tu vois. faut le dire, Travailler au mois d'avril le Exactement. soir, on ne demande que ça. On ne demande que ça. Le match, il sera à suivre, bien sûr, sur France Bleu Paris. Si je suis là, c'est parce que Bruno Salomon, il est actuellement à San Sebastian pour voir les conférences de presse, pour préparer les premiers papiers. Et puis ensuite, il va commenter le match. Grande soirée sur France Bleu Paris de 20h à minuit, comme pour toutes les soirées de Ligue des Champions. On aura le chef Arnaud Baptiste qui sera invité de l'émission avec Miguel de Rennes et Eric Rabessandratana. Donc ça va être sympa. Et puis, bien sûr, vous aurez les débriefs après dans 100% PSG le mag, dans 100% PSG le billet. C'est moi. Voilà. Ça sera sur France Bleu Paris. Il y aura les débriefs aussi dans le Parisien. Et puis, il y aura les débriefs également sur Paris United et dans le Club des 5. Merci Stéphane. Merci Alex. Merci Yacine. Merci à toi. On va terminer cette émission. Bah voilà, mais en fait j'ai déjà fait mon propos de conclusion, donc je me rends compte. Vous savez quoi, c'est l'habitude. Je l'ai pas encore. Je l'apprendrai. Je serai là aussi pour faire une tribune. Ça sera mercredi. Après le match, on la mettra très vite sur les différentes plateformes de podcast et sur le YouTube de France Bleu. Merci à tous ceux qui ont été avec nous, que ça soit sur YouTube. Vous pouvez nous mettre des petits pouces bleus, des petits likes. Vous pouvez commenter et vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne de France Bleu, et ceux qui sont aussi en podcast, qui nous ont écoutés, qui sont sur la route de San Sebastian. Je sais qu'il y a près de 2000 supporters du PSG qui vont se déplacer au Pays Basque. Merci à vous pour votre fidélité. Il est grand temps de débrancher cette émission.